Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je reçois Daniel Dupont, un photographe qui a commencé très tôt la photographie et qui en fait encore aujourd'hui. Vous allez voir, quand il va nous donner son CV, c'est assez impressionnant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de faire une émission, mais en deux volets avec Daniel. La première émission, on va parler de... Photo animalière. Photo animalière et la deuxième, de photos de paysage. Fait que bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu ton CV. Je sais que c'est beaucoup, mais on va simplifier la chose. On a commencé tôt. Oui, j'ai commencé à 12 ans à peu près. J'étais dans les scouts. J'ai une première sortie en nature. J'ai eu tout de suite l'envie de photographier la belle nature du Québec. J'avais emprunté l'appareil photo de mon père. Je photographiais des écureuils, des lièvres, des trucs comme ça, qui étaient souvent très loin, là, que j'avais de la misère à voir sur les photos. Par la suite, je suis allé étudier en photo au Cégep de Matane. Il y avait deux endroits, soit Montréal, Matane. J'ai décidé d'aller à Matane. Puis, par la suite, je suis sorti de Matane, j'ai commencé à mon compte en 1990. Et de 90 à aujourd'hui, je vis de la photo, de l'enseignement de la photo, produire des images, en fait. Je fais de la photo presque tous les Tu as jours. aussi enseigné. Oui. Pendant 23 ans au Cégep Garneau dans la région de Québec. Fait que quand tu as commencé la photographie comme ça, toi, c'était clair à 12 ans que c'est ça que tu étais pour faire plus tard. Je veux dire, c'est pas sur le tard ou à 12 ans, tu as dit, moi, je fais de la photo. Maintenant, il me reste juste à décider quel genre de photo je vais faire. Absolument. En fait, la première fois que j'ai vu une image se développer dans un bassin de révélateur, je me suis dit, c'est ça, c'était la révélation, c'est ça que je veux faire de ma vie. Puis, par la suite, écoute, on s'entend qu'il y a plusieurs étapes. Entre dire à 12 ans, je veux devenir photographe et vivre de la photographie, c'est une autre histoire. Quand je suis arrivé au Cégep de Matane, j'avais dit à mes professeurs que je voulais devenir photographe animalier. Les autres m'ont répondu d'emblée, impossible au Québec de vivre de la photo animalière ou de la photo de paysage. Il n'y a pas de marché pour ça. Puis je me suis dit, OK, bon, ben maintenant, il faut juste développer un marché. Je suis pas arrivé initialement par la photo de paysage quand j'ai commencé ma carrière, mais plus par la photographie de sport, où je couvrais des compétitions de concours épiques, d'équitation, de soccer, le hockey, les Nordiques, entre autres, au Colisée à cette époque-là. Justement, au sujet des concours épiques, tu me dis quelque chose que vraiment, je suis tombé des nues, j'avais jamais entendu ça. Est-ce que tu pourrais me redire ou le redire devant les gens à la maison? De quelle façon tu opérais? Parce que c'est vraiment spécial. En fait, à l'époque, moi, ce que je me disais, c'est que pour être capable de vendre de la photo, il faut que les gens puissent commander sur place. Donc, il y a une certaine dose d'émotion. Les jeunes viennent de faire un bon parcours en équitation, ils veulent voir les photos. Donc, j'arrivais à l'écurie, je camouflais une toilette d'écurie avec des couvertes pour la rendre étanche. J'avais tout le matériel pour développer les négatifs. Donc, j'avais une glacière avec un chauffe-eau d'aquarium à l'intérieur. Je développais en C41 les négatifs. Ça me prenait à peu près 1 heure développer 4 films, faire les planches contact. 1 heure après, les planches contact étaient sur la table. Donc, c'est une feuille 8 par 10 avec les 36 photos dessus. Les gens prenaient une loupe, ils regardaient la photo, ils commandaient les photos de cette façon-là. Puis même, à l'époque, j'ai poussé ça plus loin parce qu'il y avait une écurie près de chez moi. Dans la maison, j'avais un laboratoire avec 5 agrandisseurs couleurs, 2 processeurs et j'avais un ami qui était au sous-sol pour prendre qui pouvait effectuer les commandes. J'avais quelqu'un à la table au concours épique, moi qui faisais les photos. Les gens commandaient, on appelait à la maison, il imprimait les photos et 1 heure plus tard, les photos étaient déjà rendues au lieu du concours. Moi, j'aurais travaillé pour la CIA à ta place avec un setup comme ça. C'était vraiment rodé et organisé, effectivement. Au quart de tour. Ouais. Écoute, ce que j'aimerais qu'on fasse tout de suite, c'est de montrer aux gens à la télévision une partie de ton travail. Ça va être une infime partie parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça va être fait sur 2 fois une demi-heure. Fait que vous allez en voir en masse des photos, on va voir des vidéos aussi. Fait que si on pouvait commencer par les premières photos, s'il vous plaît. On commence fort. Quand même, hein? C'est une photo de Balbuzard, pêcheur, que j'ai réussi à photographier en Floride. Il venait juste de capturer un poisson. C'est la fraction de seconde où il sort de l'eau, le poisson se débat encore, il y a le remous en dessous du poisson, les ailes sont bien placées. C'est une de mes photos d'oiseaux préférées. J'ai attendu pendant à peu près 10 ans pour réussir une photo comme celle-là. À peu près tous les ans, je réussis des photos de Balbuzard intéressantes en Floride, mais celle-là supplante tous les autres là, par l'émotion puis la fraction de seconde. Hein? Je prends la balle au bon. Pour toi, là, qu'est-ce qui fait qu'une photo est réussie?
Qu'est-ce qui fait que celle-là, là, tu le sais, OK, là, je l'ai. La première chose, c'est la lumière. Je pense que ce qu'on doit contrôler, en fait, l'étymologie du mot photographie, c'est écrire avec la lumière, ni plus ni moins. Donc, il faut avoir un aspect au niveau de la lumière. Il faut qu'on soit capable de contrôler l'exposition. Donc, pas trop de zone d'ombre. On peut travailler en contre-jour. J'aime beaucoup travailler en contre-jour, mais en contre-jour contrôlé. Si j'arrive à un endroit puis je me soucie pas de l'endroit où l'oiseau ou l'animal va se situer à la fin de mon approche, bien, je suis en train de passer à côté. Donc, c'est important vraiment de choisir ça. Numéro 1, lumière. Absolument. Autre chose, la technique. La lumière est une partie de la technique, évidemment, mais si on veut pas avoir un filet à ce moment-là, pour cette photo-là, ça nous prenait une vitesse quand même assez rapide pour figer l'action, un autofocus qui va être capable de suivre et surtout les réflexes. Les premières années, il y a peut-être une quinzaine d'années, on était 2 ou 3 dans la province avec des 500 F4, des gros téléobjectifs. Ce qu'on appelait des bazookas. C'est en plein ça. Puis à ce moment-là, je croisais des gens dans les parcs, puis ils me disaient, des parcs urbains, ils me disaient, écoute, moi, avoir une caméra de même, puis j'en ferai aussi des belles photos. Mais c'est pas tout à fait ça. Maintenant, tu vas dans un parc urbain, tu es presque sûr de croiser un photographe avec un gros téléobjectif. Mais c'est pas le fait d'avoir du matériel hyper performant, c'est les réflexes. Au même titre qu'un athlète olympique, on doit s'entraîner, puis développer le réflexe pour, lorsqu'on arrive devant une scène comme celle-là, d'être capable d'avoir la bonne fraction de seconde et de bien figer l'action. Je suis content que tu dises ça parce que souvent, les gens nous disent ça. Ah, t'es chanceux, t'as fait ci, t'as fait ça. Puis, je suis porté à leur dire, bien, 2 choses. La première, c'est que si tu savais le trou que je me suis donné pour être là, pour être là à cette heure-là, à cette période-là de l'année. Et combien de fois je suis revenu? Parce que tu me parles de 10 ans. Et l'autre chose que je leur dis, il n'y a pas un piano qui écrit un concerto. Non, absolument pas. Ça prend un pianiste, ça prend quelqu'un qui l'interprète. Fait qu'il y a tout un travail derrière la caméra. Absolument. Mais le piano doit être bien ajusté. C'est là que la technique est importante. On a des caméras qui sont hyper performantes. Il y a des gens qui me disent qu'ils travaillent en mode programme, ou priorité ouverture, priorité vitesse. Le seul problème, si on y va de façon technique, c'est que le posement de l'appareil photo analyse l'image pour du gris moyen. Donc, le gris 18 Oui, c'est ça. Puis, ce qui fait que si on photographie quelque chose de sombre, il va nous le ramener pour du gris. Un harfang blanc sur la neige, il va nous ramener ça pour du gris. Donc, c'est soit qu'on applique une correction d'exposition, soit qu'on détermine déjà l'exposition en mode manuel. Ce que moi, je privilégie. Puis, de cette façon-là, ça te permet de rester concentré sur ce que tu fais. Si tu fais de la photo puis tu n'es pas concentré, tout est en automatique, tu fais clic, à un moment donné, quand il y a une action, c'est fort possible que tu manques ton coup. Puis une photo comme ça, on parle de combien? Un 2000? Un 3200? Un 2000 yen. Pour les oiseaux, ça se joue pas mal surtout à partir du moment où on veut les faire en vol. À moins qu'on fasse un oiseau perché, on peut avoir une vitesse un peu plus lente. Mais sur une photo comme celle-là, il faut être très rapide. Puis il y a une histoire en plus. Il y a des histoires, en fait, derrière chaque photo, ou presque. Celle-là, on est sur une passerelle, je suis avec mon épouse, ses parents. Je leur montre un secteur de la Floride. Puis mon épouse me dit, OK, je mets le cap sur l'objectif, j'ai fini la photo. Puis je lui dis, tu devrais pas attendre d'être à l'auto, on sait jamais. Je me tourne et je vois le balbuzeur qui attaque. Le balbuzeur attaqué, j'ai fait la mise au point dessus. La première photo, il y a les ailes étendues qui sortent de l'eau. Il commence, il fait une impulsion, il sort. J'ai 88 photos avec le pendant qui sort entre la première et la dernière en 8 secondes. Mais c'est sûr que c'est pas 88 bonnes photos. Les dernières sont floues, la position des ailes n'est pas toute bonne. Mais celle-là, c'est vraiment la photo d'action. Mais je l'ai vue passer ou entrevue dans la série, puis là, j'étais pas mal certain que j'avais quelque chose de spectaculaire. C'est là qu'on a hâte de le regarder. Oui, absolument. Ça, je te comprends. Ouais. On va y aller avec une autre. Oui. Pigargue dans la neige en Nouvelle-Écosse. L'histoire de tout ça, on sent les éléments, on sent la difficulté des éléments. Je suis avec un groupe, j'anime un atelier photo en Nouvelle-Écosse dans un secteur où les cultivateurs vont jeter des poulets. C'est des cultivateurs qui font des éleveurs de poulets, en fait. Okay. Puis, plutôt que de brûler les poulets, ils les disposent dans un champ l'hiver et des pigargues viennent se nourrir comme ça. De cette façon-là, d'une pierre deux coups, de cette façon-là, en plus, c'est que les pigargues sont capables de survivre à l'hiver et ils ont une façon relativement écologique je vous dis bien relativement, de se départir des carcasses de poulet. On arrive sur place, il neige, il y a vraiment de la neige, il y a du vent. Et la seule chose que j'espère, c'est que le vent ne tourne pas. Parce que si le vent tourne, on ne peut pas faire de photos. Tu vois plus rien. Non, c'est pas juste ça, c'est qu'on aurait eu le vent directement sur le verre frontal, donc gouttelettes de neige, gouttelettes d'eau, impossible d'avoir quelque chose de valable. On avait le vent derrière nous. La scène d'alimentation durait entre 20 et 30 minutes à peu près. Mais cette photo-là, quand le pigargue est là, à un moment donné, les rafales sont tellement intenses, on n'est pas capable de faire de mise au point.
C'est vraiment extraordinaire. On est rentré dans le camion après pour se réchauffer, puis tout le monde se regardait avec un sourire en disant « Waouh, on vient de faire quelque chose de spectaculaire. » On vient de vivre un beau moment. Ah oui, absolument. Parce que l'autre difficulté que tu as, c'est ton exposition aussi. Oui. Parce que là, tu n'as pas comme 1h30, puis tu peux pas prendre beaucoup de shots, puis dire « Bon, ben, je vais m'arranger comme ça. » En fait, ce que je disais tout à l'heure au niveau du mode d'exposition manuelle, ce qui est important, c'est aussi de comprendre la lecture de l'histogramme. Oui. Parce que la lecture d'Instagram, souvent, les gens vont dire faut pas que ça touche à gauche, faut pas que ça touche à droite. Mais c'est ça dépend quelle sorte de photo. C'est en plein ça. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Puis, moi, pour ma part, ce que je dis souvent là, dans les formations, c'est qu'il y a un Instagram idéal pour chaque photo. Puis, il y a un Instagram idéal pour chaque photo, pour chaque photographe. Tu peux préférer une photo un peu plus sous-ex, moi un peu plus sur-ex. Ça dépend des goûts. Mais ce qui est important, c'est d'être capable, en une fraction de seconde, d'analyser la photo et l'histogramme puis de voir si tout est correct. Oui, puis faire les ajustements en conséquence. Oui, absolument. Parce que c'est des fractions de seconde. Hein. Mais ça revient souvent à l'Instagram, parce que je pense que les gens, ils ont une idée, on entend toutes sortes d'affaires, il faut toujours du pouce à droite. Puis moi, je leur dis, moi aussi, quand je fais des ateliers, pourquoi? Pourquoi tu veux pousser à droite? Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu fais ça? Ah, ben j'ai lu ça d'une revue. Moi, je fais de l'animalier. Si je pousse à droite, je ralentis mon appareil. Parce qu'à un moment donné, il y a le jeu des trois, là, du triangle de lumière. Je veux dire, si j'ajoute de la lumière, ben je coupe un petit peu, là. Oui, mais tu vois, moi, ma façon de fonctionner, c'est que je vais regarder une scène. Je me base un peu sur le système des ondes d'Ansel Adams, qui a développé dans les années 40 à peu près. Ansel Adams, photographe américain connu pour le paysage, qui a entre autres une halte routière dans le parc national de Grand Teton, qui est près de Yellowstone. C'est une halte routière à son nom où il a fait une photo de la Snake River il y a 50 ans à peu près. Là. Si dans 50 ans, il y a une halte routière au Québec qui porte mon nom, je vais me dire « Wow, OK, c'est quelque chose. » Et j'haïrais pas ça, mon nom. Et je me base sur son enseignement, en fait, des 9 teintes de noir ou de blanc, si tu veux. Qui est le HDR d'aujourd'hui, finalement. Oui, en quelque sorte, absolument. Puis la colonne centrale, le centre de la colonne centrale de l'histogramme est le gris moyen. Donc, si on s'en va vers la droite, on est beaucoup plus pâle, vers la gauche, beaucoup plus foncé. Donc, je regarde la scène que j'ai en avant de moi et je vais me demander dans quelle colonne ça doit être. Si on regarde la photo de Pigargue, à ce moment-là, il y a une partie qui va être vraiment vers la gauche, qui va représenter le plumage qui est sombre et qui n'a pas beaucoup de lumière. Une partie à droite pour la neige et le ciel qui se mêlent tout ensemble, qui est très pâle, mais ça ne vient pas coller à droite. Si ça colle à droite, la neige est surexposée, on n'a plus d'image. Puis tu vas perdre sa tête probablement. Ah oui, absolument. Il va rester un bec. Oui. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment l'expérience qui rentre en ligne de compte aussi. En force d'en prendre, on sait comment balancer nos choses. Absolument. Souvent sans regarder. On sait que ça donne à peu près ça, puis après ça, on ajuste juste pour la peine. On va en regarder une autre. Fraction de seconde quand même intéressante. Hein? Puis quand j'ai fait cette photo-là, on est dans le parc Kruger. Je suis avec un groupe aussi pour un safari photo. Il y a des éléphants, une troupe de peut-être une trentaine d'éléphants qui sont en bordure d'un grand lac un peu perdu dans le parc. Ça nous prend 1h30 pour se rendre à cet endroit-là. C'est un de mes endroits favoris. Avec des beaux chemins. Ah oui, absolument, chemin de terre et tout. Puis la troupe arrive, les adultes, les femelles adultes commencent à s'abreuver. Le petit, qui a quelques semaines à peine, essaie de s'avancer et soudainement, il y a une des femelles qui donne un coup et le bébé lève vraiment. Puis sur le coup, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Et j'ai compris par la suite, il y a 2-3 ans avant, j'étais passé là et j'ai vu un crocodile sortir de l'eau pour essayer d'attaquer des impalas. Ce qui fait qu'il y a des gros crocodiles de 15 pieds peut-être dans ce secteur-là. Pas mieux que ça. Et oui, parce qu'un crocodile de 15 pieds ne peut pas s'attaquer à un éléphant. Non. Mais un jeune comme ça, facilement. Donc, quelques minutes après, il y a une des femelles qui s'est tournée pour abreuver le bébé avec sa trompe. Et une minute après, le bébé est en train de téter après sa mère. Donc, c'est fraction de seconde. Hein. C'est toujours ça, la photo animalière. Hein. Puis, je trouve que ça fait une belle histoire en même temps. Et c'est pas une pause qu'on voit souvent aussi. Non, c'est la première fois que je voyais quelque chose. Parce que vraiment, là, le mur, il est complet. On voit l'eau. Moi, je trouve que c'est sûr qu'une fois que tu la racontes, c'est encore mieux. Mais moi, la première affaire, je me disais, pourquoi qu'il l'empêche de boire? Puis Dieu sait qu'il doit avoir une raison derrière ça. C'est pas juste pour l'assoiffer. Quand tu fais des choses comme ça, puis tu amènes des gens comme ça, est-ce que c'est difficile de faire de l'enseignement sur place? Tu fais ton enseignement avant, on shoot, on regarde après, ou... Pendant. Tu arrives à en faire pendant aussi. Oui, absolument. Puis, on a une vidéo, justement, faite en Afrique, où on peut le voir, où on va voir le camion. J'avais fait arrêter le camion près de... Oui, c'est justement cette vidéo-là, près d'une digue en béton. La digue coupe une rivière pour créer une masse d'eau. Les gens sont en train de faire de la photo, et moi, pendant ce temps-là, je vais parler. Je vais dire, OK, il y a tel oiseau, tel animal. Je vais dire quelle ouverture vitesse ISO je suis placé en mode manuel pour au moins guider les gens. Puis
Puis à ce moment-là, une fois que j'ai fait une photo qui sort un peu de l'ordinaire, je vais leur montrer la photo que je viens de faire. Fait que ce que je vous dis, c'est ça. Oui, plutôt que de faire après, où les personnes ne peuvent pas se reprendre. On n'est plus devant cette scène-là. Fait que j'aime mieux le faire pendant et que les gens puissent avoir la même chance. Si on regarde la vidéo, à cet endroit-là précis, on a photographié 15 espèces d'oiseaux, dont ce jacana d'Afrique, qui est venu marcher en avant de nous. C'est extraordinaire d'avoir la réflexion comme ça. Donc, quand j'ai vu le jacana, j'ai tout de suite donné les données d'exposition. J'ai montré la photo que je venais de faire pour que les gens puissent s'en inspirer. Ils sont évidemment pas obligés de tenter de faire la même chose. Toi. Non, c'est pas ça le but. Mais d'un peu s'inspirer. Une idée où on peut s'en aller. Puis j'imagine aussi que quand tu arrives à coacher live comme ça, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer pour la personne. Oui, parce que absolument. c'est tout de suite que je le fais, parce qu'avec un décalage, qu'on arrive le soir, comme j'ai vu certains faire, t'es fatigué. Ouais. Tu suis plus ou moins ta journée dans le corps. Puis des fois, tu as de la misère à relier les deux aussi. Tu dis, là, 5, 6, là, pourquoi ça change quoi? Puis tout. Fait que moi, j'aime bien ta façon de fonctionner, de le faire. L'idéal, à mon avis... De coacher. Oui, c'est ça. L'idéal, c'est ça, à mon avis. Puis au même endroit, après 1h15 à peu près, on voit un animal quand même assez gros qui arrive, le rhinocéros, qui est descendu la côte en arrière-plan et qui est venu pour s'abreuver. Mais de voir un rhinocéros, c'est immense. C'est quasiment la longueur du camion dans lequel on est. C'est impressionnant. Oui. Puis ça n'a pas une bonne vision, mais ça a un bon odorat. Et là, comme on est dans le camion, il arrête pour s'abreuver. Il y a des jabirus d'Afrique qui arrivent, qui se déplacent, ils sont devant. Je fais reculer le camion une première fois, on a une vue dégagée, et là, finalement, le rhinocéros se déplace un petit peu, et là, on a de l'herbe en premier plan. Fait que j'ai fait reculer le camion une autre fois pour qu'on ait une photo comme celle-là, complètement dégagée, et on a l'impression qu'on est couché devant le rhinocéros. Ce qui est un plus, parce qu'on s'entend quand on arrive à avoir une perspective comme ça, là, on a l'animal dans toute sa splendeur. Là, moi, je trouve ça esthétique comme photo. C'est beau. Et on voit aussi les pics-bœufs qui sont dessus, qui sont des oiseaux qui s'alimentent des particules de peau des animaux, là, comme ça. Puis ce qui est le fun aussi, j'aime bien aussi ta perspective parce que tu as l'impression que tu es à pied, tu n'es plus d'un camion. Il n'y a pas le contre-plongée qu'on voit souvent qui écrase l'animal. Puis que j'aime plus ou moins. Je sais que des fois, on n'a pas le choix. Je veux dire, il faut quand même se promener en camion. Hein? Puis l'idéal, c'est l'avantage, en fait, de travailler avec des téléobjectifs qui compriment l'image, qui te changent la perspective, mais c'est de connaître le terrain. Cet endroit-là, avec la digue, ça fait qu'on est plus... On a l'impression qu'on est bas. Donc, c'est un plus comme endroit. Là. Puis tu le gères comment, ton arrière-plan? Parce que là, vu que ça se déplace, toi, tu fais le camion se déplace ou tu fais avec... Bien, on fait un peu avec ce qu'on a. Je vais faire attention à la profondeur de champ. Tu vois, dans ce cas-ci, j'étais à 5,6 d'après moi comme profondeur de champ. C'est pas mal mon ouverture fétiche pour pas avoir trop d'informations en arrière-plan. Si on fait ça à F11, les herbes vont être trop présentes en arrière. C'est moins intéressant. Ce que je veux, c'est vraiment isoler un animal préhistorique en train de boire à une mare d'eau avec des belles réflexions et tout ça. Là. Puis comme si t'es vraiment chez lui, qu'il n'y a aucun humain. Moi, j'aime bien ce côté-là aussi, qu'on est vraiment dans la savane. Et puis, ce que je me demandais aussi, est-ce que tu travailles beaucoup tes photos? Non, pratiquement pas. Fait que ce que je vois là... C'est ce que j'ai montré aux gens dans le camion. Avec... C'est pratiquement ce que j'ai montré. Notre point noir. J'ai jamais travaillé avec Lightroom. Juste pour donner une idée, je suis en Canon. Je travaille avec le logiciel digital photo professionnel qui est le logiciel de Canon. J'ai déjà des pré-réglages sur la caméra au niveau de contraste, saturation, puis netteté. Quand j'ouvre la photo dans le logiciel, ces ajustements-là sont déjà pris en compte. Il me reste pratiquement rien à faire. Je peux ajuster un petit peu de netteté, puis c'est tout. Des fois, on croppe un peu. À peine... Tu vois, celle-là est à peine recadrée parce qu'il y avait une bordure un peu plus pâle dans le bas au premier plan que je trouvais pas esthétique. Donc, je fais vraiment pas beaucoup de travail sur les photos. Puis, comme je vous disais tout précédemment, c'est que je montre mes photos aux gens qui sont en atelier. Donc, les gens ont vu la photo sur la caméra, ce qui fait que si je refais du travail puis je change tout de A à Z, la photo a pas de l'air... Ils vont penser que tu les amènes ailleurs. Oui, mais c'est que tu vois qu'il y a... c'est pas ce qu'on a vu, en fait. Mon enseignement porte sur le fait de... On a une scène, on la photographie, on essaie de le faire à la prise de vue, au même titre que pour le paysage, autant que possible à la prise de vue, le moins d'intervention possible. Tu sais, par année, là, cette année, je dois être rendu à quelque chose comme 74 000 photos à peu près de faites depuis le début de l'année. Cette année? Oui, quand même. Donc, je peux pas passer 10 minutes sur chaque photo. C'est impossible. Là. Il faut que ça sorte... Il faut faire un choix à un moment donné. Est-ce qu'on reste devant l'écran ou on reste sur le terrain? C'est en plein ça. Puis moi, je préfère faire du terrain. Parfait.
Fait que j'aimerais ça qu'on y aille avec une autre vidéo, Daniel. Oui. Donc, c'est une vidéo faite en Afrique il y a 4 ou 5 ans. On venait de trouver une troupe de 15 lions qui avaient tué un buffle. Il y avait vraiment beaucoup d'actions autour. Tu as des femelles, tu as des mâles. Il y avait 3 mâles, quelques lionceaux aussi qui s'échangent. On voit les gens avec un flash puis un Better Beamer sur l'appareil, c'est qu'on est en partiellement à contre-jour. Ce qui fait que le flash permet de déboucher les ombres. Je le fais rarement en photo animalière, mais dans ce cas-ci, comme les animaux étaient là, ils étaient habitués à la présence humaine, c'était pas un problème. Donc, à ce moment-là, on a utilisé le vidéo. Puis à cet endroit-là, ça a quand même été extraordinaire, le type de photo qu'on a pu faire. Je vais vous présenter une prochaine photo où on a le mâle, justement, regardez, la femelle, le mâle et un jeune lionceau qui vient juste frotter sur la gueule du mâle pour rappeler le lien familial. Moi, je trouve que c'est plein d'émotions, cette photo-là. Super belle photo ouais, de famille. Je suis très content de cette photo-là. C'est clair. Mais ça m'a étonné quand j'ai vu le vidéo puis le flash, par exemple, parce que moi, j'utilise jamais ça. Première des choses, c'est pas parce que je l'utilise pas que c'est la chose à faire, mais il n'y a pas un certain danger que l'animal décide de partir, quoique là, sa beauf est là, il partira pas bien loin. Absolument. Je le fais beaucoup pour la photo d'oiseaux. Pratiquement, je te dirais que 70 de mes photos d'oiseaux vont être statiques, mais disons dans des branches ou des posées ou des choses comme ça. Je vais prendre le flash. Si je les fais en vol, je ne prendrai pas le flash parce qu'à ce moment-là, ça peut être mal perçu. Si je vais aux oies, par exemple, j'ai déjà vu des oies se détourner parce que, à mon avis, ils avaient pris le coup de flash comme étant un coup d'arme à feu. Donc, j'ai tout de suite arrêté le flash. Mais pour les petits passereaux, les oiseaux de mangeoire, j'utilise le flash pour venir déboucher le sous l'oiseau pour avoir une lumière qui est beaucoup plus uniforme, qui est plus esthétique. Mais je n'utilise jamais le flash comme lumière principale pour les oiseaux et jamais le soir ou la nuit pour des hiboux. Jamais, jamais. Non, parce que c'est ça, parce que là, je regardais aussi, moi ce que je trouvais aussi, c'était le nombre de flashs. Tu sais, s'il y en a un qui passe, c'est une chose. Mais quand tout le monde commence à flasher, à un moment donné, je me dis, l'animal va réagir comment? Est-ce qu'il va être C'est rare qu'il y a des réactions. C'est rare. En fait, dans ce type de choses-là, avant que j'autorise, entre guillemets, tout le monde à partir de flash, je vais essayer une première photo, je vais voir la réaction. Si la réaction est négative, on ne met pas le flash. Si je vois que c'est correct, on continue. Si je vois qu'il y a un animal qui a une réaction, à un moment donné, je fais OK, on enlève les flashs. Au même titre qu'on ne doit pas bouger trop dans le camion non plus. Cette année, il y a une des participantes qui s'est levée très rapidement. Le jeune lion s'est mis comme un peu en position d'attaque. Tout le monde a retenu son souffle. Puis là, j'ai expliqué aux gens qu'on bouge lentement. C'est des lions, c'est des prédateurs. C'est pas dangereux comme tel. C'est plus que le lion a eu peur, en fait. Oui, mais tu sais comment un animal qui a peur, c'est dur de prévoir sa prochaine réaction. Absolument, absolument. Je pense qu'il nous en restait un dernier petit vidéo. Oui. Costa Rica. Ouais. Le Costa Rica. On peut voir un peu l'installation qu'on va utiliser, qu'on utilise au Costa Rica. En fait, c'est une installation avec 4 flashs. 2 flashs à l'avant, 2 flashs à l'arrière. Il y a un fond artificiel, une fleur entre les deux. On a vu un colibri qui est venu me voir de très près. Et au moment où le colibri arrive à la fleur, on déclenche. Les 4 flashs viennent figer l'action. On travaille les flashs en mode manuel. En étant en mode manuel, tout dépendant de l'ajustement qu'on va faire, on peut être à 1/32 millième de seconde. Donc, si les flashs ne partent pas, c'est comme en studio, si les flashs de studio ne partent pas, ça va être noir complètement, même principe. Et une fois que l'éclair déclenche, on vient figer complètement l'action et on est capable de voir toutes les plumes. Pas une lumière parfaite. Ah oui, c'est ça. C'est un calcul d'angle, en fait. On s'entend que ça a l'air simple comme ça. Tu n'as pas placé ça au hasard. Non, absolument pas, absolument pas. Puis je fais ça là, dans les différents voyages au Costa Rica. Février prochain, je suis avec un groupe, on va faire 4 endroits pour faire du multiflash comme ça. On devrait photographier peut-être une vingtaine d'espèces. Puis on peut voir celle-ci. C'est ce que j'allais voir. On va voir le résultat. C'est une belle C'est la fraction de seconde. Là, puis je dois avouer que je suis content que tu m'aies dit oui parce que je t'ai demandé la permission avant de pouvoir montrer ça parce que c'est des trucs du métier. Ce qu'on a vu là pour le flou, pour la lumière, la façon qu'on les attire et tout ça, c'est ce qui donne un résultat professionnel. Parce que les gens souvent nous disent « t'es chanceux ». Peut-être, mais je m'arrange pour avoir de la chance aussi. Mais tu sais, c'est ça. La première chance qu'on a, en fait, c'est d'être sur le terrain. D'être sur place, puis d'avoir des oiseaux merveilleux comme ça. Oui, c'est en plein ça. Fait qu'évidemment, les gens, il faut qu'ils comprennent aussi que les oiseaux, ils viendront pas par eux-mêmes se placer exactement où tu veux, sur une branche avec le plus beau des backgrounds. C'est ça. Il faut les aider un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire. Dans ce cas-là, on met de l'eau vaporisée avec de l'eau sucrée.
On met aussi des abreuvoirs pas loin pour concentrer les oiseaux. On enlève l'abreuvoir, ils viennent à la fleur. Mais encore faut-il faire la mise au point. Encore faut-il faire la fraction de seconde. Il faut que tu aies la bonne vitesse. Ah, oui, c'est ça. Il y a un côté technique, mais quand on a réussi à faire des photos comme celle-là, c'est quand même quelque chose de très esthétique. Ça valait tout ça. Oui, absolument. Je voudrais te demander, l'avènement Internet, est-ce que ça a changé beaucoup de choses chez toi? Est-ce que le fait de pouvoir publier, est-ce que le fait de pouvoir utiliser ça comme réseau, de rejoindre du monde un peu partout, parce que tu fais beaucoup de voyages, fait qu'est-ce que ça te facilite les choses? Est-ce que c'est un plus, c'est un moins, ou ça change rien de ce que tu fais? À mon avis, c'est un gros plus. En fait, ça a changé beaucoup au niveau du travail du photographe, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent photographes. À partir du moment où on a un appareil dans les mains, oui, on fait de la photographie, donc on est photographe. Reste à savoir l'expertise qu'on a avec cette boîte à lumière-là. L'Internet permet à tous de présenter son travail, de présenter les photos. Je me souviens de quelqu'un, à un moment donné, que j'ai rencontré sur le terrain, qui me demandait si j'avais des photos sur Flickr. Puis quand j'ai dit non, la personne m'a répondu, écoutez, ma femme est nettement meilleure que vous parce qu'elle met des photos sur Flickr. Donc, ça ouvre à tous, ça ouvre la voie à tous. Encore faut-il, après ça, pour un photographe professionnel, de réussir à se démarquer. Mais ça nous permet de rejoindre beaucoup de gens. Sur Facebook, les gens qui me suivent sur Facebook, je voyage beaucoup chaque année. Je vais faire 12-15 voyages chaque année. Je mets une photo par jour. Donc, les gens peuvent suivre, peuvent voyager sans vraiment sortir de chez eux parce qu'ils vont voir la photo, une des photos que j'ai faites dans la journée. Ça, c'est intéressant. Une très bonne chose. Oui. Puis j'aime bien aussi le contact que ça... Moi, personnellement, le contact que ça crée avec les gens, parce que je trouve que ça nous rapproche un peu. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui étaient sur des piédestals, ça fait du bien que... et que les gens puissent te rejoindre, dire, écoute, Daniel, il m'arrive telle affaire, qu'est-ce que tu me conseilles? 2 secondes, puis je peux t'aider. J'aime beaucoup ce côté-là aussi. Et moi, je trouve que ça a développé aussi un côté entraide. Je m'explique, c'est que des fois, avant, c'était comme à la pêche. Le gars voulait pas dire où il avait fait la photo, il t'envoyait sens inverse, puis des choses comme ça. Ce que je trouve qu'on retrouve moins. On a des gens maintenant qui sont prêts à partager leur expertise. Ils disent, écoute, je suis allé à telle place, c'est sûr qu'il y a une partie que tu trouveras par toi-même. Mais moi, c'est un côté que j'ai aimé, c'est que je trouve que les photographes se tiennent un peu plus. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a beaucoup d'amateurs qui sont rendus sur le terrain qui font qu'on a une meilleure confrérie, mais je trouve que ça l'a abordé ça. Écoute, Daniel, ça a passé assez vite, merci. Effectivement. Fait que... Un gros merci. Je pense que les gens à la maison, ils ont appris beaucoup de choses de la photographie animalière. En tout cas, je souhaite que oui. Et puis, la prochaine émission qu'on va faire, on va la faire sur le paysage. Fait qu'on va encore voyager, on va encore voir des beaux vidéos, puis on va encore voir des belles images. Fait que je vous attends la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre entrevue avec Daniel.